5 jours après la catastrophe d'Irma, les interrogations fusent. L'État a-t-il été à la hauteur de sa mission? Des privilèges ont-ils été accordés à certains sinistrés en fonction de leur appartenance communautaire? Beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Les sinistrés en tout cas persistent et dénoncent une forme de discrimination. Après un tel traumatisme, il faut remettre de l'ordre dans les esprits pour pallier le choc d'un ouragan de catégorie 5 avec des rafales de 300 km/h. Les psychologues sont entrés en jeu avec pour objectif de diminuer la douleur morale des victimes. Évacuer les sinistrés, c'est une chose, mais les héberger en Guadeloupe, c'en est une autre. Les Guadeloupéens tendent déjà la main à nos amis saint-martinois. Certains proposent des hébergements à domicile. Nous le verrons tout à l'heure dans un reportage de Karen Diamin. Et drame familial à Noyon dans l'Oise, un policier d'origine guadeloupéenne aurait tué sa femme et 2 de ses enfants avant de se donner la mort. Le mobile du triple homicide, une séparation mal vécue. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Les réfugiés d'Irma sont de plus en plus nombreux à affluer à l'aéroport de Pôle-Caraïbes. 200 ont été rapatriés ce week-end. Des volontaires sont prêts à héberger les sinistrés, mais les autorités semblent dépassées. Reportage Marie Tricot, Michelet François. Dans son quartier, Laïdi a monté un collectif d'hébergement solidaire. Depuis l'arrivée des premiers réfugiés, il espère pouvoir offrir un toit à quelques familles. On a du mal à comprendre ce dont ont besoin les autorités locales. C'est-à-dire C'est-à-dire, j'ai à peu près une quarantaine d'hébergements proposés. Et là, en 4 heures, c'est la première proposition qu'on a, quoi. Ces touristes britanniques iront dormir chez Laïdi cette nuit. Demain, ils reviendront à l'aéroport dans l'attente d'un vol pour rentrer chez eux. Pour l'instant, on ne sait rien. C'est trop tôt pour savoir. Mais évidemment, il n'y a pas de vols aujourd'hui. Julien et sa famille viennent de Saint-Barthélemy. Ils n'ont plus de maison. Seule solution pour redémarrer, rejoindre Paris où des proches pourront les aider. C'est la galère. Je viens d'aller voir. Je pense pas qu'on va pouvoir partir de suite. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit qu'il fallait attendre, qu'il fallait rester là. Touristes saint-martinois et saint-barthinois voulaient fuir le chaos laissé par Irma. Ils veulent désormais partir de ce centre d'accueil. On va approcher des compagnies aériennes, soit Air Caraïbes, soit celles qui vont sur la métropole. Et ceux qui n'ont pas complètement tout perdu sont prêts à mettre le prix. Si je dois payer pour partir, je le ferai. Les compagnies aériennes sont saturées par les demandes, mais pour l'heure, aucune ne s'engage à affréter des vols supplémentaires pour les sinistrés. Ça va dépendre des places disponibles sur les vols commerciaux réguliers, sur la métropole. Et ensuite, peut-être des vols éventuels qui vont se déclencher. Mais là, à ce stade de l'information aujourd'hui, on ne peut pas savoir. 500 réfugiés de plus ont atterri en Guadeloupe. Quelques heures après, la majorité ne savait toujours pas où passer les nuits. Et 5 jours après la catastrophe d'Irma, certaines interrogations persistent. L'État a-t-il été à la hauteur de sa mission? Des privilèges ont-ils été accordés à certains sinistrés en fonction de leur appartenance communautaire? Pour tenter d'y voir plus clair, nous sommes allés à la rencontre de quelques rescapés arrivés ce samedi à l'aéroport Pôle-Caraïbes. On regarde le reportage d'ATV Guadeloupe. Après avoir tout surmonté, l'ouragan Irma et ses vents impétueux, la perte de leur travail, de leur maison, beaucoup ne pensaient pas devoir encore se battre pour assurer leur rapatriement vers des lieux plus sûrs. Tout comme Samantha, mère de 2 enfants et enceinte de 4 mois, ils ont dû faire preuve d'acharnement pour assurer leur survie. On m'a promis une place à l'aéroport pour partir avec mes 2 enfants. Je suis arrivée, on me dit qu'il n'y a plus de place, ils ont fermé les grillages et personne d'autre pouvait rentrer. Et là, je vois que c'est fermé et en plus, il y a des gens qui rentrent, mais les gens ils ont famille avec des connexions et tout ça, alors eux, ils ont priorité, eux, ils ont privilège. Ça veut dire que peut-être, exemple, un pilote, il a des amis ou sinon il y a un préfet qui a des amis et eux, ils amènent leur famille avant tout le monde d'autre. Il y avait des bébés de peut-être 1 mois ou moins que moi, ils étaient dehors, il y avait la pluie qui commençait à tomber sur nous, il y avait des femmes qui criaient partout, il y avait les enfants qui criaient partout, on avait tous faim, on n'avait plus d'espoir, quoi. J'ai fait un scandale ce matin devant les caméras et je sais pas, peut-être ils ont eu le message car il y avait peut-être 5 ou 6 caméras là-bas et j'ai fait un scandale, j'ai fait un scandale. Des privilèges dont auraient largement bénéficié certains fonctionnaires de l'État chargés de la sécurité. D'autres témoignages, cette fois sous couvert d'anonymat, l'attestent. Nous on a embarqué, mais on dit encore c'est grâce à Dieu, c'est vraiment un hasard, c'est parce qu'on n'était pas sur la liste, on va dire, hein. C'était un peu du n'importe quoi, c'était c'était des brassards qui s'échangeaient, c'était un peu, c'était des passe-droits, on a vu des choses, bon voilà. Maintenant
On peut plutôt parler de maintenant, plutôt de l'insécurité là que les gens qui sont restés là vivent. Mais c'est vrai qu'on ne va pas polémiquer, mais c'est vrai qu'on a vu des choses qui ne sont pas normales. Mais bon, j'ai envie de dire que ça se passerait un peu partout comme ça. Hein. On aide les amis, on a une certaine position, on fait partie de la famille avant, pas le nier. Et au niveau, nous on a embarqué, mais on dit encore c'est grâce à Dieu, c'est vraiment le hasard, c'est parce qu'on n'était pas sur la liste, on va dire. Hein. C'était un peu du n'importe quoi, c'était des brassards qui s'échangeaient, c'était un peu, c'était des passe-doigts, on a vu des choses. Bon voilà, maintenant on veut plutôt parler de maintenant, plutôt de l'insécurité là que les gens qui sont restés là vivent. Mais c'est vrai qu'on ne va pas polémiquer, mais c'est vrai qu'on a vu des choses qui ne sont pas normales. Mais bon, j'ai envie de dire que ça se passerait un peu partout comme ça. Hein. On aide les amis, on a une certaine position, on fait partie de la famille avant. Et y avait-il une sélection raciale faite à l'embarquement? À cette question, leurs avis sont formels. La polémique blanc-noir n'a pas lieu d'être, à mon avis. Des personnes qui sont passées en priorité, effectivement, mais il y a eu aussi des Saint-Martinois, il y a eu aussi des blancs, il y a eu de toutes les couleurs. Et à un moment donné, en fait, l'avion était censé être plein, donc ils ont arrêté, ils ont mis les cordes pour que les personnes arrêtent d'avancer dans l'aéroport. Et il y a 49 dialysés, donc du coup, pour le coup, tous Saint-Martinois, qui sont partis en urgence sanitaire dans l'avion. Donc, pour l'heure, la vraie préoccupation de ces sinistrés reste la question de la sécurité des habitants restés sur l'île. Quand parviendra cette aide tant attendue? L'arrivée du président Emmanuel Macron, prévue ce mardi, devrait accélérer le déploiement des secours. Et une fois arrivés en Guadeloupe, ces rescapés de l'ouragan Irma sont aussitôt pris en charge par le personnel médical déployé à l'aéroport. Reportage Karen Diama. Dans ce balai incessant d'arrivée de rescapés de l'ouragan Irma, le SAMU et le CHU mutualisent leurs moyens dès les premiers débarquements à l'aéroport Paul Caraïbe. Dans le cadre de cette mission, aujourd'hui on prête main forte à l'équipe du SAMU pour pouvoir accueillir les patients venant de Saint-Martin. L'ensemble des patients qui arrivent par les vols sanitaires et militaires sont accueillis ici au niveau d'un premier poste où sont recueillis l'identité des patients, nom, prénom, âge, leurs coordonnées, et ensuite il y a une première évaluation qui est faite pour savoir est-ce que ces patients sont blessés ou pas. Ici, une dizaine de médecins et d'infirmiers ont été détachés pour assurer un service continu. S'il y a des patients qui nécessitent un examen médical approfondi, il est réalisé ici. Et en fonction de cet examen, les patients sont ou réorientés vers l'hôpital, ou si la prise en charge peut se faire de façon ambulatoire, c'est-à-dire en ville, ils sont réorientés vers la ville. Les patients qui ne nécessitent pas de prise en charge médicale sont orientés dans un second temps vers le poste de la Croix-Rouge où ils peuvent bénéficier de collations et où est fait un point sur leur organisation concernant l'hébergement et éventuellement le retour, puisqu'il y a des patients qui ont déjà des billets de retour vers la métropole essentiellement et d'autres patients qui sont en attente d'un rapatriement vers la métropole. Des centaines de passagers sont encore attendus à l'aéroport Paul Caraïbe. Les secours restent mobilisés. Et après un tel traumatisme, il faut remettre de l'ordre dans les esprits pour pallier le choc d'un ouragan de catégorie 5 avec des rafales de 300 km/h. Les psychologues sont entrés en jeu. Leur objectif, diminuer la douleur morale des victimes. Les explications de Linda Kayarsi. À l'écart de l'agitation du centre d'accueil d'urgence Paul Caraïbe, des survivants d'Irma racontent leur calvaire à l'abri des regards. Les gens ont besoin de parler à quelqu'un. Il y en a qui refusent parce qu'ils sont dans un état de sidération totale, dans le déni. Pas mal de refus de personnes qui ne réalisaient pas que le débriefing pouvait leur permettre d'échapper au stress post-traumatique trop profond. Et puis il y a d'autres qui réalisent tout à coup que cette catastrophe, c'est une apocalypse et que tout est détruit et que leur vie ne peut pas se continuer. Peu à peu, ils mettent des mots sur ce qu'ils comparent à l'enfer. De l'angoisse liée à une porte qui peine à résister à des vents violents, la peur de perdre ses enfants retranchés dans une salle de bain. Autant d'émotions que les Saint-Martinois n'oublieront jamais. Ce qui est important, c'est leur émotion, c'est leur expression, c'est pouvoir dire ce qu'ils ressentent immédiatement. Et ce qui domine dans tous les gens que j'ai vus ce matin, c'est ce profond sentiment d'abandon, d'être abandonné de tout le monde. Je pense que la prise en charge psychologique est quelque chose d'indispensable, mais elle doit se continuer
pour les gens qui sont demandeurs. On ne peut pas laisser les gens dans un tel désarroi. N'oublions pas que cette catastrophe a vraiment entamé leur vie. Il y a des personnes qui ne savent même pas ce qu'il adviendra dans les prochains jours. Après, ce sera encore plus difficile à gérer. Il faudra désormais du temps à ces rescapés pour surmonter les traumatismes liés à l'ouragan Irma. Il aura brisé de nombreuses vies et jeté une ombre sur l'avenir. Et parmi les personnes prioritaires qui devaient être justement rapatriées en Guadeloupe cette nuit, 5 rescapés nécessitant un soutien psychologique ont été transférés à l'EHPAD Jérémy Jalton de la ville des Abîmes. Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie étaient sur place. On regarde. Depuis hier soir, 5 rescapés de l'ouragan Irma sont admis à l'EHPAD Jérémy Jalton. Ils sont tous atteints d'une pathologie nécessitant une prise en charge particulièrement lourde et d'un suivi psychologique, tant le traumatisme généré par le phénomène est important. Il les a plongés, pour certains, dans le mutisme. Avec le centre gérontologique du Rézé, donc nous sommes en communication de façon à ce que la prise en charge se fasse dans de bonnes conditions. Pour les autres, comme ce sont des personnes qui ont besoin surtout de parler, donc on parle avec elles nous expliquent ce qu'elles ont vécu. Nous avons un accueillant qui est anglophone, donc avec le personnel, on essaye de discuter avec lui de façon à ce qu'il puisse s'exprimer et qu'il nous dise un petit peu, qu'ils évacuent ce qu'ils ont vécu et toute la détresse qu'ils ont. Difficile de mettre des mots sur un tel déchaînement de la nature qui s'est joué ce jour-là. Pour l'ouragan Irma, j'ai perdu ma maison. Je suis donc allé chez un ami qui a aussi perdu sa maison. Par la suite, je suis allé dans les abris car je suis épileptique. On m'a transporté en urgence à l'hôpital en Guadeloupe. Pour l'avenir, j'espère que les gens soient plus solidaires et unis. Ma vie est une vie saint-martinoise. J'aimerais continuer ce que j'ai commencé, donner la vie aux gens et l'espoir aux gens. Comme partout dans tous les coins de l'île, la solidarité s'organise. Aux Abîmes, la municipalité s'est alliée à l'ARS pour participer à cet élan. Il est important de les accueillir. Vous avez vu un peu dans quel état ils sont. Physiquement, psychologiquement, ils ont besoin d'être accueillis quelque part, où ils sont encadrés, où il y a une sécurité, où ils sont bien pris en charge médicalement et psychologiquement aussi. Ici, nous avons les structures qu'il faut pour permettre à ces personnes de se sentir bien. L'établissement a prévu de recevoir d'autres patients de Saint-Martin dans les prochains jours. Et parmi les missions essentielles, l'hébergement des rapatriés est d'une urgence absolue. Certains Guadeloupéens sont prêts à aider et ont même commencé à héberger des sinistrés. Illustration en images avec Karen Diamin. Rapatriés en Guadeloupe après le passage de l'ouragan Irma sur les îles du Nord, ces touristes anglais venus faire affaire à Saint-Martin ont trouvé refuge grâce à une association éducative. Hier, on m'a confié des Anglais qui étaient en difficulté. Donc je les ai gardés aujourd'hui, ils ont dormi chez nous cette nuit, on les a leur a donné un peu de bon temps pour qu'ils respirent un peu, se douchent, ils sont douchés très longtemps. Dès qu'on a su qu'il y avait un gros problème d'hébergement, on a fait une liste par l'intermédiaire de mon syndicat et plusieurs personnes se sont portées volontaires. On a une quarantaine d'hébergements à proposer, des familles où c'était principalement en destination des enseignants, mais on a vu hier qu'on a pris ce qu'on nous donnait. Aujourd'hui, pour ces 4 rescapés anglais, il faut penser à rentrer en Angleterre, malgré les grandes difficultés d'organisation. Et les pompiers, ils sont venus hier matin pour nous emmener jusqu'à l'aéroport de Grande-Case, hier après-midi, et on a pris le prochain vol directement ici. Et puis, depuis qu'on est là, heureusement, ce monsieur-là, il dit Benadou et sa famille, ils ont logé. On est 4 qui seront répatriés en Angleterre. Nous avons logé hier soir. On est là maintenant pour voir les renseignements, pour voir comment on peut rentrer chez nous parce qu'on a tout perdu. Et pour l'instant, il n'y a
information. On attend pour l'information de la préfecture, mais les gens qui travaillent ici à l'aéroport, ils ne savent rien non plus. Ils ont dit il faut attendre, il faut être patienté, mais je ne sais pas si ça sera aujourd'hui, demain, après-demain ou dans une semaine. Là, on essaie de voir comment ils pourraient être rapatriés en Angleterre, mais on a du mal à savoir qui sont les responsables, à qui il faut s'adresser. On a été voir la Croix-Rouge qui nous a envoyés vers l'aéroport et on ne sait pas. Si eux ont pu rejoindre la Guadeloupe, des centaines d'autres rescapés sont attendus dans les prochaines heures. Là encore, il faudra pallier le manque d'hébergement. On a préparé toute une liste avec, voilà, nous on se tient à disposition, les collègues sont prêts à venir ici à l'aéroport pour chercher les gens. On est prêt à héberger les gens. On propose plus d'une quarantaine d'hébergements, des maisons, des canapés, tout. Là, ils ont dormi sur un canapé, ils étaient très contents parce que c'était plus que ce qu'ils avaient eu jusqu'à maintenant. Il y en a un qui a préféré dormir dans un hamac dehors, mais il aurait pu dormir dedans, mais voilà, c'est tout. Mais il y a vraiment de tout, il y a des gens qui ont des gîtes, voilà. Depuis vendredi, près de 1000 personnes ont déjà été évacuées de Saint-Martin. Sur place, des milliers d'autres personnes attendent eux aussi d'avoir une chance de rentrer en Guadeloupe. Et à Paris, la communauté antillaise aussi se mobilise. Plusieurs associations ont organisé des collectes. Il s'agit aujourd'hui d'acheminer ces dons en nature le plus rapidement possible. Une logistique qui s'est mise rapidement en place grâce au soutien de nombreux bénévoles. Reportage Eric Dupuis d'ATV Paris. Toutes ces culottes-là, c'est pareil à peu près. Juste pour les sous-vêtements. Ouais. Des petites mains pour une grande cause. Chérine est hollandaise et a vécu à Saint-Martin. Choquée par les ravages d'Irma, elle a souhaité donner ce qu'elle pouvait pour aider les victimes, c'est-à-dire son temps au moment de sa pause déjeuner. C'est assez frustrant de voir tout ce qui se passe quand on est de là-bas et qu'on est ici et on n'a pas l'impression de pouvoir aider. Donc je pense que tout ce qu'on peut faire, ça compte. Et ça compte beaucoup car depuis ce lundi matin à la maison de Saint-Martin à Paris, les colis affluent. Comme Kevin, originaire du Morne-Vert en Martinique, ils sont des dizaines à venir avec les valises pleines. J'ai ramené plein de vêtements d'enfants qui étaient trop petits pour la fille. Ça peut aider. Wendy réceptionne les colis depuis vendredi. La Saint-Martinoise se réjouit de l'arrivée par tonnes de vêtements. Mais maintenant, elle espère pouvoir envoyer un maximum de nourriture vers son île natale. On commence à avoir des messages un peu alarmants qui nous disent qu'ils ont besoin de nourriture, que là, ça commence à être très compliqué pour se nourrir. Pas de problème. On est au 54 rue de Varennes. Toute cette opération rondement menée est dirigée par Olivier. Avec l'aide de plusieurs sociétés d'emballage et de transport, il espère acheminer le plus vite possible les dons vers les Antilles. Donc tous les colis seront conditionnés dans l'après-midi et ils seront amenés sur l'aéroport, à l'aéroport d'Orly et affrétés par Air Caraïbes pour arriver à Pointe-à-Pitre. Et ensuite de Pointe-à-Pitre, il y aura des personnes qui vont réceptionner, mettre sur un bateau pour que ça arrive à Saint-Martin. Au pire, mercredi matin. La vague de solidarité des hexagonaux envers les Antillais devrait se poursuivre toute cette semaine. La mairie de Paris a annoncé une réunion spéciale avec les associations communautaires et toute personne de bonne volonté dès ce mardi à l'hôtel de ville. Et la région Guadeloupe a constitué un comité technique opérationnel dès la semaine dernière. Celui-ci regroupe les principaux acteurs publics et privés qui se sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. Pour nous en parler ce soir, justement, le directeur adjoint du Conseil régional est avec nous. Pascal Averne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes exactement l'inspecteur général du Conseil régional. De nombreux Saint-Martinois se plaignent d'une aide qui tarde à venir. Où en est justement l'organisation de ce comité pour venir en aide aux Saint-Martinois en Guadeloupe? Alors, la collectivité régionale, justement, a pris depuis quelque temps des mesures avec les communes pour assurer la collecte d'un certain nombre de denrées et aussi des aliments de première nécessité, du riz, du sel, du sucre, afin de les acheminer vers une barge qui a été mise en place par la collectivité régionale avec le concours d'un transporteur. Et donc, cette première barge va arriver ce soir. Il y en aura une qui va partir mercredi et une autre qui va partir vendredi. Comment expliquer que cette aide tarde à venir à Saint-Martin, avec tous les moyens qui ont été déployés, qui ont été relayés par les médias?
Alors, je ne sais pas si, effectivement, je suis le plus qualifié pour dire si une aide a tardé ou pas. Ceux Simplement... qui sont concernés, en tout cas, s'en plaignent. C'est vrai, j'entends ça aussi. Maintenant, il appartient à chacun, en fonction de ses responsabilités, de répondre à cette question. Aujourd'hui, moi, je représente la collectivité régionale qui a fait sa part, notamment avec l'ensemble des collectivités du territoire, pour que la solidarité guadeloupéenne puisse jouer, pour qu'on puisse se mettre ensemble, ravitailler Saint-Martin. Nous avons fait une mission à Saint-Martin la semaine dernière d'une journée. Nous avons rencontré le président de la collectivité de Saint-Martin. Donc aujourd'hui, il nous appartenait, en tous les cas le président de région, très tôt a été sensibilisé à l'aide qu'il fallait apporter. Maintenant, la collecte, c'est vrai, a pris un peu de temps, mais toute cette semaine, le fruit de cette collecte va effectivement arriver à Saint-Martin tout le long de cette semaine. Y aura-t-il un suivi, justement, d'autres collectes organisées, d'autres... Alors, il y a plusieurs suivis. Déjà, je sais que les gens se posent la question de savoir, la collecte arrive, est-ce que la distribution se fera, etc., sur les questions un peu... Aujourd'hui, je peux rassurer tous ceux qui ont fait cet acte de générosité. Nous sommes en relation permanente avec le président de la collectivité de Saint-Martin. Nous sommes aussi en relation avec le directeur général du port qui m'a certifié qu'il sera présent avec les élus de la collectivité de Saint-Martin à l'arrivée du premier bateau, qui doit arriver normalement 19h30, 20h ce soir. Donc les conditions de sécurité même du navire sont assurées, puisque effectivement la collectivité s'est adjointe les services de l'État en matière de sécurité pour permettre un bon appareillage du navire. Pascal Averne, beaucoup pensent déjà à l'avenir de ces deux îles, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Vous avez quitté Saint-Martin en 2014, où vous étiez le directeur général des services de la collectivité, une très jeune collectivité à peine installée, qui se retrouve là confrontée à une telle catastrophe. Comment peut-on désormais articuler les relations dans le cadre d'une reconstruction avec la Guadeloupe, qui est l'ancienne tutelle ? Écoutez, bon déjà je ne parlerai pas de tutelle, je pense qu'il n'y a pas de tutelle d'une collectivité envers une autre, mais puisque c'était une commune de la Guadeloupe, aujourd'hui au titre de la coopération, puisque c'est comme ça que nous l'entendons, de faire de la coopération positive avec Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ce sont des compatriotes, toujours. C'est pas parce qu'ils ont créé une collectivité nouvelle que nos liens d'amitié, nos liens historiques vont disparaître. Ils se sont d'ailleurs illustrés. La question n'est pas là, mais comment cette coordination, cette coopération peut se mettre en place ? Ah ben c'est justement, elle a déjà commencé, bien avant Irma. On a des relations au travers Interreg qui justement rassemble les collectivités de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Martin, de Guyane, pour lesquelles nous avons des actions communes sur des sujets qui nous sont communs. Donc cette coopération va nécessairement s'amplifier. Elle sera nécessaire et indispensable. Voilà, va nécessairement s'amplifier. Maintenant, il faudra peut-être repenser cette coopération pour qu'elle soit encore plus active, puisque la reconstruction est là. Mais il nous appartient, c'est vrai, de contribuer, ne serait-ce que par notre expertise technique, à apporter une contribution technique à la collectivité de Saint-Martin dans la reconstruction. Merci Pascal Averne d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Le gouvernement a été, vous le savez, vivement critiqué par une partie de la classe politique pour sa gestion de la crise jugée trop tardive. Que pensent justement les Guadeloupéens de cette gestion de l'État ? Patrick Curie et Maurice Dexter leur ont posé la question, on écoute leur réponse. On regarde ensemble. Non, pas du tout, parce qu'en fait, ce qu'il y a avec les ouragans, c'est qu'on sait très bien à l'avance qu'ils vont arriver. Donc on aurait très bien pu évacuer les populations. Comme on savait quelle force il avait et qu'il allait dépasser des vents très 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 forts, donc on aurait très bien pu évacuer les gens avant, ça c'est clair. Alors bien géré, on ne peut pas le dire là maintenant, parce que c'est trop catastrophique qu'on doit le dire là maintenant. On attend, il faut attendre. La gestion d'une crise doit se faire avec une cellule de crise et tout ce qui va avec. Je pourrais dire qu'ils ont mis ça en place, mais est-ce que sur le terrain ils ont géré? Non, puisque j'ai appris que la préfète s'est barrée
on quitte pas un bateau en pleine tempête, quoi. Je pense qu'on peut toujours mieux faire et que ça permettra de faire mieux pour la prochaine fois. Après, il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de choses qui se disent et on ne sait pas trop comment démêler le faux du vrai. Mais j'attends la fin de tout ça pour avoir de vrais échos. Je trouve qu'il est un peu tôt pour se décider là-dessus. Mais il y a autre chose qui n'est pas vrai. Ils disent qu'il y a 250 prisonniers, ils disent qu'il y a 1000 morts, il y a des gens qui flottent. Alors, on n'est pas encore sûr. Alors, on attend. Non, ils n'ont pas bien géré pour moi parce qu'ils font sortir tous les blancs, mais les noirs, tout ce qui reste, ils sont toujours en Saint-Martin. Oui, ils ont bien géré. Ils ont envoyé beaucoup de solidarité. Ils ont bien géré. Comment on peut savoir? On a tellement d'informations de leur part qui se mélangent entre elles-mêmes qu'on ne peut pas savoir. Ah ben oui, ils ont bien géré ça, ils ont bien vraiment. Ça n'a rien à faire. Mais dommage pour eux, malheureux pour eux, on va faire force là. Tout pays a le même problème là. Je ne peux même pas comprendre comment se fait-il qu'un préfet ou une préfète arrive dans un département avec cette situation-là et laisse les gens pour partir. C'est inadmissible. Donc pour moi, c'est un aveu que la situation n'a pas été bien gérée. Maintenant, on peut nous raconter à la télé que ça a été bien géré, que voilà. Mais déjà, ça, c'est un élément qui me laisse penser que ça n'a pas été bien géré. Et à noter que la préfète des îles du Nord n'a jamais fui. Certes, la préfecture a été détruite, mais celle-ci a repris ses fonctions une fois le bâtiment redevenu opérationnel. Et puis restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Nous verrons de l'intérieur comment fonctionnent les bénévoles de la Croix-Rouge. Et puis l'affaire Noyon, ce policier d'origine guadeloupéenne qui aurait tué sa femme et 2 de ses enfants. Sur le plan sanitaire, l'État a mobilisé sa réserve sanitaire, mais au cœur de ce dispositif, il y a le CHU de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. Comment sont mobilisées les équipes? On écoute les explications du directeur Pierre Thépeau face à la caméra d'Isabelle Hameau. Tout le secteur ambulatoire est complètement désarticulé aujourd'hui. Moi, je suis revenu hier avec des patients. 2 ont été hospitalisés au CHU. Mais 2 relevés, c'était des personnes âgées qui ne pouvaient plus rester chez elles puisqu'elles n'avaient plus de domicile. Et donc, il y a cette problématique-là. C'est pour les personnes âgées, dépendantes, pour lesquelles notre région, la Guadeloupe, doit trouver des solutions. Deuxième point, c'est que, si vous voulez, moi je suis revenu avec des personnes qui n'avaient plus de papier, plus d'ordonnance, plus rien. Et donc, comme il n'y a plus d'officine sur place, la question très concrète de la délivrance des médicaments de ville va se poser, et c'est pas l'hôpital d'ailleurs qui va pouvoir l'assurer, l'hôpital n'est pas du tout organisé pour cela. Et donc, derrière cela, il y a des ruptures chez les personnes qui ont besoin d'un traitement en continu. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai risque. Alors je sors à l'instant d'une cellule de crise que j'ai présidée au CHU, puisque si vous voulez, hier, il y a à peu près 700 personnes qui ont été transportées vers la Guadeloupe. Sur ces 700 personnes, à chaque fois, elles sont accueillies par notre dispositif du CHU, et puis ensuite, elles sont orientées. La grande majorité est accueillie par des familles ou par la Croix-Rouge ou par les services sociaux du département ou de la région. Et puis une partie est hospitalisée, soit chez nous, soit dans les structures sanitaires et sociales de la Guadeloupe. On aura besoin au CHU probablement de renforts médicaux qu'on va organiser avec la métropole pour que nos équipes en interne puissent aussi prendre des repos. Et puis surtout qu'on soit en capacité que les personnes soient hospitalisées le moins longtemps possible. Rompue aux catastrophes en tout genre, la Croix-Rouge française a très tôt pris la mesure des événements. Elle a lancé l'opération de solidarité avec les sinistrés de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Comment fonctionnent ces professionnels de l'aide humanitaire? La réponse avec Isabelle Hameau. Du côté de la Croix-Rouge, tout est en place, les denrées arrivent progressivement et souvent de la part d'associations diverses ou de restaurateurs, comme aujourd'hui. En attendant que la préfecture, les autorités trouvent des solutions, nous on propose un accueil où on peut les accueillir au niveau de la nourriture, au niveau de la boisson, etc. Et au niveau des enfants aussi, proposer des solutions pour les jeux, etc. On fait une animation dans la journée avant un relais au niveau des autorités. Le flux de sinistrés augmente de jour en jour. 350 bénévoles sont à pied d'œuvre pour les accueillir. La Croix-Rouge possède suffisamment de denrées pour que personne ne manque de rien, aussi bien les sinistrés déjà sur place que les nouveaux arrivants.
Donc on leur propose des vivres, de l'eau. Là vous avez vu, il y a des pizzas, il y a des sandwichs, il y a à continuer du café, enfin même pour les petits, parce qu'il y a pas mal de petits ici, donc voilà, on essaie de faire au mieux. Et nous, on ne fait pas de différence entre les arrivants, ceux qui sont déjà là. Nous, ce qui est important, c'est de gérer le flux. Le flux, c'est-à-dire que nous, on doit faire en sorte qu'il y ait toujours en stock des vivres pour répondre aux besoins de ce public-là, de cette population-là. Donc nous, après, dès que les gens arrivent, on est là pour eux. Les appels aux dons se poursuivent. Les besoins prioritaires sont l'eau et des rations de nourriture. Et parlons maintenant de ce drame familial qui s'est produit hier matin à Noyon dans l'Oise, en France hexagonale. Un policier d'origine guadeloupéenne aurait tué sa femme et 2 de ses enfants avant de se donner la mort. Le mobile du triple homicide, une séparation mal vécue. Le détail avec Éric Dupuis d'ATV Paris. Le corps du monsieur, il était là, juste là. La dame, elle était là juste devant. Bruno est l'un des rares témoins sur place au moment des faits. C'est lui qui a secouru la fillette de 5 ans, seule survivante de la tuerie. J'ai entendu plusieurs coups de feu, j'ai entendu hurler, donc j'ai accéléré le pas. Et puis quand je suis arrivé là, j'ai vu une petite gamine qui hurlait, qui avait peur et tout. Donc j'ai mis la petite fille en sécurité. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Voilà, je suis un citoyen normal. Au lendemain de ce triple assassinat, les usagers de la gare ont repris le cours de leur vie. Sur les lieux, les bâches et cordons de sécurité ont disparu. Seul un bouquet de fleurs déposé par ses amis du couple. Moi, tous les jours, je le croisais, c'était appel de phare, le petit signe. Il nous reconnaissait, on était dans Guiscard, il venait, on se disait bonjour. Mon mari qui parle créole, il parlait créole avec eux. Mais je vous dis, des gens vraiment sans histoire, c'est pas possible. Même encore maintenant, pour moi, c'est pas possible. Pas eux. À 10 km de là, à Guiscard, la ville de résidence du couple, l'incompréhension persiste. Franchement, je sais pas ce qui a pu se passer, quoi. C'est vraiment un drame, quoi. C'est dur. C'est dur pour les enfants, quoi. Puis la petite qui a vu, la petite qui reste, puis qui a vu la scène. Mon papa en train de faire ça, c'était pas un homme violent du tout, hein. Il faisait toujours son cross, il passait devant chez moi, il courait. Ce lundi matin, la procureure de la République a confirmé l'usage de l'arme de service du policier. Une cellule d'écoute a été mise en place dans les écoles où 2 des enfants sont inscrits. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain face à l'immeuble Total situé à Welbourg, à Jarry, à Bemaou, de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 11 septembre. Et 5 jours après la catastrophe d'Irma, les interrogations fusent. L'État a-t-il été à la hauteur de sa mission? Des privilèges ont-ils été accordés à certains sinistrés en fonction de leur appartenance communautaire? Telles sont les questions qui demeurent sans réponse. Les sinistrés, en tout cas, pour certains, persistent et dénoncent une forme de discrimination. Et puis après un tel traumatisme, il faut remettre de l'ordre dans les esprits pour pallier le choc d'un ouragan de catégorie 5 avec des rafales de 300 km/h. Les psychologues sont entrés en jeu avec pour objectif de diminuer la douleur morale des victimes. Et puis, certains Guadeloupéens ont déjà tendu la main à nos amis saint-martinois. Ils proposent des hébergements à domicile. Nous l'avons vu tout à l'heure avec le reportage de Karen Diama. Et enfin, ce drame familial à Noyon dans l'Oise. Un policier d'origine guadeloupéenne aurait tué sa femme et 2 de ses enfants avant de se donner la mort. Le mobile du triple homicide, une séparation mal vécue. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain, même heure, même chaîne.